Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un instrument et à un homme. Il fait partie d'une génération de musiciens qui sont en train de révolutionner ces instruments qu'on croyait anciens et vieux et qui sont revenus au goût de la mode grâce justement à leur impétuosité. Bonsoir Nicolas Cross, comment allez-vous? Bonsoir Serge. C'est vrai qu'il y a une génération de musiciens qui est en train de révolutionner certains instruments, violoncelle, contrebasse, ce qui vous appartient. Oui, tout à fait. Et cette génération-là, vous en êtes fiers, je suppose. Oui. Il y a encore des élèves qui sont intéressés par ces instruments. Oui. Merci beaucoup à vous et bienvenue à Afro Night. On va vous retrouver maintenant dans un registre qui est assez particulier. Beaucoup de technologie. Moi, c'est ce que j'ai vu. Vous allez me dire si j'ai raison ou pas. C'est sur cette pièce que vous avez appelée Monologue de l'araignée. Monologue pour une araignée mécanique. Quelle est la technique qui a permis de réaliser cette vidéo qu'on vient de voir? La technique, elle est assez simple. Ce sont deux vidéoprojecteurs. Ça, c'est la magie de Nieto, le scénographe, qui arrive à faire avec des petites choses. On dirait que c'est très technologique, mais pas tant que ça, en fait. Aucune contrebasse? Aucune contrebasse. Là, Et les effets sonores qu'on a? Les effets sonores, c'est la quadriphonie dans la salle. Voilà. En fait, c'est des capteurs sur les cordes qui font résonner, que moi je mets en situation en vibration et ça part dans la salle. C'est traité par le compositeur Marco Suarez. En clair, c'est vous qui jouez? Oui. Sur des cordes? Oui. Quel type de cordes? Tout. Harpe, contrebasse, piano, tout ce qui est grand, des gros câbles. Et le 2 octobre prochain, vous présenterez cela à la Philharmonie, de 20h à 2h du matin. Comment ça va se passer? Ça fait long quand même. Ça fait toutes les heures, une séance. La pièce dure 30 minutes, la performance à peu près, 30-35 minutes. Et toutes les heures, je joue jusqu'à 2h du matin. Si je disais, en me fiant à cette vidéo, que vous ne faites que des effets sonores, vous me répondez quoi? C'est pas mal. C'est une bonne alternative. En fait, moi, je suis une chorégraphie sur cette toile d'araignée. Je la suis avec les archers, avec les mains, je pile, je tape, je fais crisser. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi avoir voulu jouer de cette façon-là? C'est pas moi, on me l'a imposé. C'est Marco Suarez, le compositeur, qui a eu cette idée. Enfin, on a eu cette idée ensemble d'imaginer un truc un peu fou. Mais ça vous éloigne de ce que vous avez appris avec votre professeur, Jean-Paul Célia? Ça vous éloigne beaucoup? Non, parce que c'est juste une continuité en fait de plein de choses. Parce que Jean-Paul Célia m'a appris tout ce que j'avais à apprendre au CNSM. Il m'a donné énormément. C'est la transmission parfaite. Mais justement, on va voir votre technique de jeu tout à l'heure. Est-ce que lui jouait comme ça? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Sur la pièce Valentine de Jacob Druckmann, par exemple, c'est lui qui m'a montré cette pièce et qui m'a dit, voilà, je te montre ça, et je suis tombé en fascination. Un professeur, quand on le rencontre, on dit, ça reste un professeur. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que vous pensez lui devoir? Pour moi, c'est l'exacte transmission d'un maître à un disciple.
Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai vécu, ce qu'on a vécu ensemble, de partage, Ouais. de connaissances et puis maintenant d'amitié, parce que il est devenu un ami proche. Vous avez confronté vos instruments par moment? Pas vraiment, Jamais. pas encore, j'aimerais bien, mais bon, le temps, Le temps fera le reste. Le temps fera le reste, exactement. Nicolas Cross, on va vous retrouver maintenant sur un autre de vos projets, parce que vous en avez beaucoup, hein, qui s'appelle Codec Horreur. Pourquoi? Ah, ça, il faut demander au compositeur Alexander Alexander Schubert, ouais. qui est une espèce de génie de la mise en espace, de la mise en scène, enfin, de mettre l'instrumentiste dans une chose. Vous qui avez une formation plutôt classique, entremêler cette formation classique à l'électronique, à tous ces effets sonores et à toutes ces nouvelles technologies, ça ne vous dérange pas? Ça ne dérange personne? Non? Il n'y a aucune limite. C'est ça que j'adore là-dedans. C'est qu'on peut jouer des choses extrêmement classiques, 17e, 18e siècle, baroque. À Hein, et partir puis, du temps où vous vous êtes dit il n'y a plus de limites, parce qu'il y avait quand même des puristes, il y avait des gens qui se sont, par exemple, opposés à ce changement. non, Non? faut pas les écouter. Les gens sérieux, moi, Ouais. ça me fatigue. C'est vrai que les gens sérieux vous fatiguent. On vous retrouve là pour Codec Horreur. Ceux qui ont eu la chance de voir justement ce spectacle, qu'est-ce qu'ils vous ont dit en sortant de là? C'était marrant parce que c'est un spectacle qui était vraiment en controverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit, je me rappelle à Donau Eschingen, quand on l'avait fait en Allemagne, il y a des gens qui avaient hurlé dans la salle, ou à Paris, à Gennevilliers, au théâtre de Gennevilliers. On joue la pièce et à un moment, il y a un moment où ça se calme et on entend « plus fort !» dans le public. C'est vrai? Il y avait des gens qui étaient choqués en fait par les effets stroboscopiques et Ouais. le son qu'ils prenaient. Et ils voulaient que ce soit plus fort. Non, Non? c'était de l'humour. C'était De l'humour, C'était de non, l'humour. vraiment un truc un peu limite. Comment vous choisissez justement les pièces? Vous, Nicolas, qu'est-ce qui vous guide dans le choix de ces pièces? C'est Je vrai, il y sais a le pas contact quel- avec les compositeurs, mais il y a aussi votre feeling. Oui, en fait, je pense que c'est les compositeurs connaissent mon attitude, mes envies. Ouais. Moi, je connais aussi les compositeurs, donc c'est en fait qui se ressemblent, ça semble un peu à ce moment-là. Pourquoi le choix de la contrebasse dans tous les instruments qui puissent exister? Pourquoi vous avez opté pour la contrebasse, qui était un gros instrument, pas facile à transporter? Eh oui, c'est très facile. Ce qu'on appelait les classes à horaires aménagées, quand j'étais tout petit, j'avais 7 ans, mes parents, les classes ouvraient à Nice. Et ils m'ont dit, tu veux faire de la musique? J'ai dit oui. On te fait voyager dans toutes les classes, tu vois, guitare, violoncelle, contrebasse, percussion. Moi, j'étais sur violoncelle, contrebasse, percussion, j'aimais les trois. Violoncelle, plus de place, percussion, mes parents ils m'ont dit certainement pas. Et donc, surtout, donc je me suis retrouvé à faire de la contrebasse et puis c'était Un peu obligé, quoi. pas vraiment obligé. Ouais. non. Mais après, c'est devenu une passion. Mais c'est vrai qu'au début, on dit oui. À partir de quand ça devient une passion?
Je ne sais pas quand ça a basculé. Peut-être après mon bac, sûrement, vers 17-18 ans, où là, je sais que c'était ça que je voulais faire. Mais déjà très petit, je voulais faire ça. Qu'est-ce que les amis autour disaient? Vas-y. Encouragement. Vous êtes professeur de contrebasse au Conservatoire national supérieur de musique et de danse à Paris. Est-ce que cet instrument motive encore, attire encore vos étudiants? Oui, alors pour mes étudiants, c'est sûr qu'ils sont motivés, puisque c'est la haute école, il y en a 2 en France, deux CNSM, donc quand ils sont dans ma classe, c'est qu'ils ont envie d'aller le plus loin possible, quoi. Voilà, de devenir des artistes. Ça se bouscule pour faire partie des... La sélection, chaque année, elle est rigoureuse. Oui, elle est très rigoureuse. Et il y a un super niveau qui est en train de monter aussi, je vois dans les conservatoires de région et tout, c'est cool. Il y a des belles recrues qui arrivent. Mais pour souvenir, l'année dernière, vous avez refusé combien d'élèves à peu près en classe de contrebasse? Ah, bah, on en prend toujours. En fait, ça dépend de qui sort, mais j'en prends entre 2 et 5 par an. Voilà, et sur une quinzaine qui se présentent. On va vous retrouver à présent avec un de vos amis. Et moi, j'appelais, depuis que je l'ai vu, en préparant cette émission, je vous appelle désormais la bande des tatoués. Il est aussi tatoué que vous, c'est Bernard Gander. Et vous jouez Solitary Soaring Soul. Au mois de mai, vous allez retrouver votre alter ego, Eric Maria Couturier, sur une scène la scène de la Philharmonie, justement pour jouer encore cette pièce. Que dire de votre tandem à tous les deux là? 2 tatoués, c'est vrai. Eric Maria, c'est juste un brother, quoi, c'est tout. C'est un frère frère d'armes, sauf que heureusement on fait pas la guerre. Ouais. Mais c'est vraiment quelqu'un qui compte énormément pour moi parce que jouer à côté de lui, depuis que je joue à côté de lui, en fait, j'apprends tous les jours. Donc c'est génial, quoi. Là, c'est ce qu'on vient d'entendre. Il n'y a pas d'improvisation. Zéro. Tout est écrit. Tout. Ah oui, absolument. Et le duo qu'on va faire, donc c'est un concerto, un duo concertant avec violoncelle, contrebasse, un ensemble, l'ensemble intercontemporain derrière. Et là, le son est énorme parce qu'on est tout Justement, que représente votre appartenance à l'ensemble intercontemporain pour vous? L'ensemble, c'est un moyen extraordinaire de faire de la musique. Enfin, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Moi, à chaque fois que je suis avec eux... Donc, on dit que c'est la famille. Exactement. Ouais. Voilà, c'est la famille. C'est la famille. C'est vraiment des gens très forts et avec lesquels on fait des projets complètement fous, quoi. Vous pensez leur avoir apporté quelque chose ou ce sont eux qui vous ont offert ces choses-là? C'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant et ça marche comme ça. Et maintenant, il y a un projet qui va voir le jour en 2022. J'aimerais qu'on parle de ces 2 personnes avec lesquelles vous allez travailler. Roberto Negro. Absolument. Roberto Negro, pianiste, et Michele Rabbia,
J'ai envie de le qualifier de coloriste parce que Michele, il apporte des couleurs, de percussions, des sons extraordinaires. Voilà, c'est un trio qui est né il y a 1 an et demi et on s'est dit, là, il y a peu de temps, on s'est dit on va mettre l'ensemble d'art contemporain là-dedans et c'est parti. Et du coup, avec Roberto Michele, on a commencé et ça commence à prendre forme. Et l'art contemporain s'est adapté à ce trio. Absolument. Et qu'est-ce que vous nous proposerez donc en 2022? 1 heure, scénographie, lumière par Cathy Olive. 1 heure de spectacle avec Roberto, Michele, moi-même et l'ensemble. Voilà. On va à présent retrouver quelqu'un avec qui vous avez une relation aussi particulière. On en parlera juste après avoir vu Triade de Yann Robin. Je l'ai dit à l'anglaise, Yann Robin, autant pour moi. Qu'est-ce qui vous lie? Et pourquoi Yann, pour vous, c'est un compositeur particulier? Yann, c'est un ami et il m'a donné la possibilité de m'exprimer très tôt en fait. Quand il a fondé l'ensemble multilatéral il y a quasiment une quinzaine d'années, il m'a donné il m'a mis le pied à l'étrier sur plein de choses. Il m'a donné des responsabilités de faire des concerts où je suis tout seul, je suis en solo. Il m'a dit vas-y, j'ai confiance en toi, j'adore ce que tu fais et tout, vas-y quoi, vas-y, hop, des cartes blanches, des trucs complètement fous. Et moi je lui dois énormément parce qu'il m'a petit à petit il a commencé à m'écrire des pièces. Ouais. Là on a un cycle de 5 pièces. Triade, c'est on va dire la plus aboutie avec tout ce qu'il y a derrière, la machinerie, l'ensemble d'art contemporain, l'IRCAM derrière au son, des trucs énormes quoi. Et moi je suis seul devant et on doit envoyer. Qu'est-ce que ça fait justement de jouer seul comme ça devant? C'est un privilège énorme, énorme de vivre ça en fait. Et à chaque fois que ça se produit, comment on ressort de là?
Comment on sort de là? Fatigué. Fatigué mais nourri, spirituellement très nourri. Les autres, ceux qui sont derrière, ceux qui vous suivent dans votre jeu, qu'est-ce qu'ils vous disent en général? Bah, c'est d'aller dans des extrêmes comme ça, on est tous contents de vivre cette aventure-là, c'est génial. On vous appelle le loup-garou de la contrebasse. Et c'est un sobriquet que vous portez depuis un certain temps déjà, et c'est dit par le journal Le Monde. Voilà. Merci, monsieur Gervasoni. Qu'est-ce que vous cherchez à travers cette énergie que vous qualifiez de éruptive? Quel est le but visé par cette technique qui est en train de devenir votre signature? Ouais, quelque part, ce sont des modes de jeu que j'ai travaillé de plus en plus, et puis j'en ai fait par le biais de l'improvisation, par le biais de l'écriture, à repousser ces limites-là. Après, pourquoi j'aime ça? J'aime les sons j'aime les choses un peu barrées, quoi, les choses qui font beaucoup de bruit. Oui. Ouais. Et pour aimer les choses barrées, vous avez été invité par un groupe de rock, Mendelssohn. Ah oui, ouais. Avec Mendelssohn, il y a un album qui va sortir à la fin de l'année. Ouais. Et là, vous jouez sur tout l'album ou ouais. sur tout l'album? Sur tout l'album, et là c'est vraiment de la contrebasse. Ouais. Et là c'est de très très belles choses. La contrebasse et le rock, ça va? Ça va très bien. Surtout joué par vous, ça va très bien. Et puis il y a un titre auquel vous tenez beaucoup, c'est Valentine. Valentine du compositeur Jacob Druckmann. Pourquoi ce titre vous touche autant? Donc mon professeur me l'a montré, j'ai kiffé, mais vraiment j'ai kiffé. C'est-à-dire que ça m'a fait un choc. Compositeur américain. Ouais. Ça m'a fait un choc quand j'ai vu cette vidéo-là la première fois, et je me suis dit je veux la monter. Je me suis mis là-dedans, et c'est la première pierre de l'édifice où je me suis mis vraiment dans la musique contemporaine, et je me suis penché sur le sujet. Et donc je l'ai monté, ça m'a demandé beaucoup de travail. Jean-Paul m'a énormément aidé là-dedans, et puis c'est devenu mien, et c'est devenu et voilà. Et après j'ai pu aborder d'autres répertoires beaucoup plus difficiles et beaucoup plus abrupts. Et grâce à cette pièce-là, je trouve qu'elle ne vieillit pas. Elle est de 1969, elle ne vieillit pas. C'est du théâtre musical extrêmement bien fait, extrêmement bien senti, dans lequel l'interprète est un acteur. Voilà. Dans quel genre musical vous l'inscrivez? Classique, jazz? Non, c'est vraiment du théâtre musical, musique contemporaine. Quoi. Musique contemporaine. Ouais, c'est facile de dire ça. Il y a bien un genre musical. C'est pas nous qui les avons inventés. C'est du jazz, c'est du rock, qu'est-ce que c'est? Voilà. Bah, je peux pas dire. Vous pouvez pas dire. Non, c'est un objet sonore. Un objet sonore qu'il ne faut pas chercher à qualifier ou à classer. On va vous entendre à présent sur Valentine. Bye-bye.
Line, on sent toute l'émotion hein, même quand vous jouez. Vous appelez ça un théâtre musical, pas une comédie musicale. Non, c'est un théâtre musical. Comment vous vivez justement cette période de crise sanitaire? Vous qui êtes tout le temps parti, qui occupez autant de scènes. Ça, c'est une vraie question. On a du temps pour faire des choses, forcément. On a du temps pour se plonger dans des projets à venir. Surtout, on reste heureux, on garde le sourire. Et puis, on essaye d'aller plus loin dans tout ça. On croise les doigts pour que les choses aillent de l'avant, car en octobre, vous serez sur la scène de la Philharmonie, et puis aussi au mois de mai, vous serez sur la scène de la Philharmonie, mais c'est dans pas longtemps. C'est demain, c'est pour ça qu'il faut rouvrir très vite. très vite. En mai, j'ai pas la date exacte, mais je crois 28. que c'est 28 mai. Ouais, tout sera ouvert. Oui. On pourra venir avec des masques vous applaudir. Super. Merci beaucoup. Et de votre discographie, vous comptez produire des disques? Ah, c'est une grande question, ça. Ça demande beaucoup de temps et de réflexion. Dans le futur. Dans le futur, Oui. vous n'êtes pas encore prêt? Non. Après tout ce que j'ai vu, ça m'étonne que vous ne soyez pas prêt. Pas une Quelle question d'être maîtrise vous avez, et en plus vous enseignez votre instrument. Et vous n'êtes pourtant pas prêt à produire. Pourquoi? Ah non, c'est une question de temps. Je fais trop de choses. Faire un disque, ça demande que ça. Et moi, j'ai envie de faire plein de choses. Donc, et puis, j'aime pas le côté égocentré où je vais faire un truc parce que j'ai envie de dire quelque chose. Non, c'est bon, je suis au service de la musique et je joue là où il faut jouer. Et c'est ça qui est cool. Les concerts, les projets, l'enseignement, mener les élèves, la responsabilité d'une classe. Voilà, le partage. Je vous de tout comprends ça. bien. Par moments, je suis comme vous. Merci beaucoup, Nicolas Cross, d'être venu jusqu'à nous. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John pour le son. Merci à Pascal Tré qui a permis encore ce contact avec un des membres importants de l'ensemble intercontemporain. Merci à Charles Serrito qui nous a aidés dans la préparation de cette émission, ainsi que Alexandra Kounou. Bonsoir et à demain.